Bonsoir à tous ceux que j'ai pas encore vus. Je vois encore des têtes nouvelles, donc c'est cool. Fin de journée, il y a encore des gens qui arrivent et tout et qui viennent s'inspirer. Et j'ai la sensation quand même que on est dans la tendance là. Il y a un sujet RSE, c'est la salle la plus pleine depuis aujourd'hui. C'est une bonne Il y a, nouvelle. ouais, on sent que la tendance est là et qu'elle est plutôt et qu'elle va plutôt dans le bon sens. Donc c'est cool. Ça veut dire déjà beaucoup de choses sur vous en tant qu'être humain, en tant que client, que vos volontés, vos valeurs et tout ça, je pense, évoluent beaucoup. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, aujourd'hui, justement, pour parler de la durabilité, de la sustainability dans les marketplaces, on va recevoir deux profils très différents. Tout de suite à ma droite, on a Marc Chauchois, qui est directeur marketing, directeur de la marketplace de chez Lireco, qui est fournisseur de matériel de bureau, donc plutôt B2B. Et on a Anissa Amroun, qui est enfin, business development et customer service chez Citeo, qui est un éco-organisme qui gère la fin de vie des déchets ménagers. Donc là, plutôt B2C, on parle de vos maisons. Donc il y en a un qui vous parle de vos bureaux et l'autre de vos maisons. Mais on va voir qu'il y a beaucoup de liens entre les deux. Est-ce que je te laisse, Marc, quelques secondes présenter l'IRECO pour mettre un petit peu de contexte? Oui, bonjour à tous, merci d'être là. J'ai souhaité qu'on commence par présenter l'IRECO parce qu'on est société B2B, on distribue des fournitures de bureau euh, et peu de personnes connaissent en général, donc je voulais insister pour qu'on présente l'IRECO. On est un groupe familial du nord de la France, basé à Valenciennes. On fait un peu plus de 3 milliards de chiffre d'affaires, on est 12 000 employés dans 27 pays. Euh, et en tant que entreprise familiale, on a un actionnariat, on a une famille. Et l'actionnaire principal, elle C'est avait. toi. Non, 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 mais elle avait. Quand elle a pris la présidence, elle a émis deux souhaits. Elle a dit je veux transmettre l'entreprise à ma famille, à mes enfants, donc je veux que ce soit pérenne, mais je veux aussi qu'il y ait une terre sur laquelle mes enfants peuvent vivre. Et on en parlera un peu plus tard tout au long, mais l'IRECO était inscrit. C'est inscrit dans l'éco-responsabilité, la sustainability, mais depuis très très longtemps. Donc voilà, je voulais faire cette petite Toi- intro de l'entreprise. Alors toi, Anissa, c'est pas spécialement une entreprise familiale, mais tu travailles pour toutes les familles françaises. Donc je te laisse présenter un petit peu Citeo. Oui, donc bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc Citeo existe depuis 30 ans, ça a été créé en 92 et c'est ce qu'on appelle un éco-organisme. Vous avez peut-être entendu parler du sujet de la REP ce matin puisqu'il y avait un workshop animé par ATG. Et en fait, Citeo prend en charge pour les entreprises, toutes les entreprises qui mettent des emballages ménagers, donc qui finissent chez un particulier ou des papiers graphiques, prend en charge leur responsabilité élargie du producteur. Alors qu'est-ce que c'est que la responsabilité élargie du producteur, ce qu'on appelle la REP? C'est le fait que vous, en tant qu'entreprise qui mettez un produit emballé sur le marché en France, qui finit chez un ménage, donc chez un particulier, vous avez la responsabilité de tout le cycle de vie de l'emballage, y compris quand il finit comme un déchet, donc sa fin de vie. À partir du moment où ça va dans une poubelle, vous avez l'obligation de financer sa fin de vie, donc faire en sorte qu'il soit recyclé. Plutôt que de le faire chacun de votre côté, dans votre coin, ce qui serait très compliqué, voire impossible, vous adhérez auprès d'un éco-organisme qui va prendre en charge cette responsabilité pour vous. Voilà, donc c'est dans la loi depuis 92, c'est une obligation pour toutes les entreprises. Et il y a une nouveauté qui concerne les marketplaces depuis l'année dernière. Je ne sais pas si on va en parler juste après. Voilà. La grosse nouveauté, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que depuis début 2022, les marketplaces qui ne mettent pas de produits sur le marché, puisqu'elles ne font que faciliter une vente finalement entre un vendeur et un acheteur, ont la responsabilité de s'assurer que tous ceux qui vendent sur leur plateforme s'acquittent bien de cette contribution auprès d'un éco-organisme. Voilà. Et si le vendeur ne le fait pas, c'est à elle de déclarer les emballages et les papiers à sa place. Donc c'est un gros chamboulement pour les marketplaces, très gros chamboulement, et ça a fait que beaucoup de ces entreprises qui vendent sur Internet ont été au courant de la loi l'année dernière seulement, alors que ça fait 30 ans que c'est obligatoire. Voilà. Donc, si je résume, par exemple, un Amazon avec qui j'imagine vous travaillez doit s'assurer que l'ensemble des vendeurs payent cette taxe. Euh, C'est pas une taxe, c'est pas une c'est une taxe. contribution. Paye cette rétribution. Que ce soit du coup des entreprises ou est-ce que si ou aussi quand c'est des particuliers qui vendent? Alors, c'est une bonne question. Le périmètre des emballages ménagers, il concerne uniquement les professionnels qui vendent. Donc, si vous êtes un particulier, vous n'êtes pas concerné par la REP, mais à partir du moment où vous devenez auto-entrepreneur, au moins,
là, vous êtes effectivement concerné. Ok. Ouais. Marc, du coup, donc l'IRECO lance une marketplace avec une offre de sustainability, donc de produits durables. C'est quoi finalement un produit durable? On s'est posé la même question. Il n'y a pas de définition, il y a pas de définition de ce qu'est un produit éco-responsable. Enfin, il y a des normes, il y a des labels. Il n'y a pas de normes, mais surtout des labels. Il y a des labels différents par pays, il y a des labels différents par catégorie de produits, il y a des labels différents par catégorie de produits et par pays. Et nous, on a voulu, on veut s'affranchir de tout greenwashing. Il y a beaucoup de greenwashing actuellement. Il y a beaucoup de produits éco-conçus ou éco je sais pas quoi. Et on a voulu aussi, pour apporter de la transparence auprès de nos clients, créer des règles pour définir qu'est-ce qu'un produit éco-responsable. Donc on a défini des règles de le seller en tant que tel, le marchand, doit lui aussi s'inscrire dans une, doit aussi répondre à nos critères d'éco-responsabilité. Donc soit par exemple il est B Corp ou il est EcoVadis à un certain niveau, ou alors il répond à un questionnaire qu'on lui envoie, qu'on assesse, et il a un minimum de points à obtenir. Et là il est éligible à vendre sur la marketplace. Donc on veut s'assurer que les fournisseurs, enfin les marchands qui vendent répondent à nos critères, et c'est aussi une question de nos clients grands comptes, les grandes entreprises. L'IRECO vend aux petites entreprises, aux SMB, mais on vend aussi au 440, et sur le 440 on a 39 clients. On vend au secteur public, aux hôpitaux, et ces grandes entreprises souhaitent savoir à qui elles achètent. Et on doit apporter des preuves. Donc ça, on sait qu'on va nous demander des justificatifs. Donc d'abord, le marchand on assesse le marchand. Ensuite, sur les produits en tant que tels, une règle générale, le packaging, le packaging doit être recyclé et recyclable. Et le produit aussi doit pouvoir être réutilisable ou reconditionnable à 80% de son poids. Donc c'est aussi une règle générale. Ensuite, on a créé 3 types de sélection de produits. Sélection planète, des produits qui contribuent positivement à la protection de l'environnement. Donc c'est des produits reconditionnés, des produits écolabellisés, des produits en matière recyclée. Donc on a toute une liste et on est très transparent sur les critères. On a ce qu'on appelle la sélection people, des produits qui contribuent positivement au bien-être des individus, enfin des personnes de travail et à leur sécurité. Donc il y a aussi des labels qu'on valide. Et enfin, la dernière sélection, c'est la sélection community, donc des produits qui contribuent positivement ou qui ont un impact sociétal positif. Donc c'est surtout les produits made in, local, par exemple. Et sur la marketplace actuelle de l'IRECO, combien de pourcentage des produits qui étaient déjà présents sont éligibles à la marketplace durable? L'engagement de la marketplace, qu'on appelle Sustainable by l'IRECO, c'est 100% de ces produits répondent à ces critères. D'ici combien de temps? Non, c'est tout de suite. Ah, ok. L'engagement de l'IRECO, c'est d'avoir 90% de ses ventes totales, donc 1P et 3P. Sur les 3 milliards. Sur les 3 milliards, de 90% de ses ventes réalisées à partir de produits sustainable à horizon 2026. Donc là, la marketplace, Kamel, tu parlais ce matin des rôles des marketplaces, mais nous, c'est un accélérateur pour développer l'offre et aussi une vitrine pour nos clients, pour les inciter à consommer mieux. Et justement, Anissa, quand tu vois des initiatives comme celle de l'IRECO, ça doit te faire plaisir, ça va servir la mission aussi de Citeo. C'est quelque chose que tu observes plus majoritairement sur de nombreuses marketplaces, chez de nombreux marchands qui ont des engagements comme ça de plus en plus forts et qui sont prêts justement à travailler avec vous de plus en plus intensément, j'ai envie de dire? Alors, sur les marketplaces, c'est vraiment un sujet très très nouveau puisque ça fait que 1 an à peine que la réglementation concerne les marketplaces elles-mêmes. Donc, elles doivent prendre en charge le sujet, elles doivent mettre en place des process, elles doivent s'organiser et ça prendra un petit peu de temps. Par contre, je suis hyper contente d'entendre ce que vous venez de dire parce que
savoir que les marketplaces ont aussi cet objectif de voir ce qui est vendu sur leur plateforme, y compris en ce qui concerne l'emballage, et de sélectionner ces vendeurs sur certains critères beaucoup plus RSE, etc. Ça va vraiment dans le bon sens, dans le sens de la loi aussi, la fameuse loi AGEC, hein, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui va imposer de plus en plus dans les années à venir, et ça concerne vraiment tout le monde, imposer de plus en plus de choses comme passer par du plastique recyclé, recyclable, du réemploi, la fin de l'emballage à usage unique, hein, horizon 2040, etc. Donc on n'aura pas le choix dans les années qui viennent de se préoccuper de ces sujets-là, quand ce n'était pas un sujet il y a 5 ou 10 ans. Donc, et Citeo n'est pas là uniquement en tant que collecteur de taxes, comme on le voit parfois. C'est pas du tout le cas. On est surtout là pour accompagner les clients à respecter la loi. On est très bon sur la veille réglementaire pour informer sur ce qui arrive, digérer les sujets, le simplifier et surtout donner les moyens à chaque entreprise d'atteindre les objectifs de la loi. Ouais. C'est surtout ça. Parce que tu disais quand même que 80% pas des taxes. Contributions. Des contributions, j'allais dire des dons, mais non, on n'est pas loin. Des contributions, 80% étaient redistribuées aux collectivités locales, justement pour assurer cette gestion du recyclage. Oui, il faut savoir que Citeo, c'est une entreprise à mission, à but non lucratif. On ne fait aucun bénéfice. Toute la contribution, l'argent qu'on reçoit des entreprises, sert à financer un dispositif global. On reçoit environ 1 milliard d'euros de contributions par an. 80% de ce montant, il est redistribué aux collectivités territoriales. Donc les villes dans lesquelles vous habitez en France reçoivent une grande partie de cette contribution, et c'est grâce à ça que vous avez toutes les semaines un petit camion poubelle qui passe devant chez vous pour collecter votre poubelle jaune, celle où vous mettez vos emballages et vos papiers. Sans ce dispositif global, sans ces entreprises qui contribuent, il n'y aurait pas de recyclage des emballages et des papiers aujourd'hui en France. Donc c'est hyper important de donner du sens à ce qu'on fait et de se dire qu'on n'est pas juste là pour payer une taxe, on est là pour vraiment avoir un impact environnemental aussi sur la planète qui soit positif. Voilà. J'imagine. Je voudrais juste répondre sur la loi AGEC. Alors c'est très très bien. Nous on travaille avec tous les pays d'Europe. Est-ce que tu peux rappeler la loi AGEC pour ceux qui la connaissent un peu mal? Je peux faire mieux que moi. Ça c'est l'obligation. Ça par exemple ça va donner des minimums de produits recyclés ou de produits reconditionnés par catégorie que l'administration doit acheter. Okay. Donc ça fixe des règles. Je vais prendre telle catégorie, il y aura 20% des achats IT qui doivent être en produits reconditionnés par exemple. Et si je regarde les pays nordiques, les pays nordiques, et la vague Sustainability, elle vient d'abord du Nord. C'est pas Winter is Coming ce que je te disais, mais pour la vague, et c'est un tsunami vient du Nord. Le gouvernement danois a annoncé récemment qu'à horizon 2030, c'est 100% des produits doivent être écolabellisés. Et les administrations publiques sont d'énormes acheteurs, en tout cas dans nos métiers. En B2B, c'est quand même un gros, vraiment un pan du business très très important. Et souvent, et c'est eux là qui lead dans les administrations, et quand on annonce 100% écolabisé au Danemark, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre. Et nous, on a la conviction que chez l'IRECO que à moyen terme, soit c'est sustainable ou soit ça n'existe pas en fait. Ouais, il y a les grandes administrations, ça arrive en France, les grandes administrations, la loi AGEC. Si on parle avec les grandes entreprises, elles ont des engagements RSE hyper importants et ça correspond aussi à leurs besoins. Donc la vague ne fait que commencer, et la loi AGEC par rapport à ce qu'on voit dans le Nord c'est un doigt d'orteil, on va dire. Ouais. Mais justement, c'est ce que j'allais te demander. Quand on fait 3 milliards, j'imagine que tu as des vendeurs chez toi qui vivent en grande partie grâce à l'IRECO. Quand vous annoncez comme ça vouloir finalement aller vers 100%, ou en tout cas vous rapprocher au maximum de produits durables, j'imagine qu'il y a certains vendeurs qui doivent se remettre aussi en question. Est-ce que vous avez ce travail aussi un peu d'accompagnement, de leur dire voilà ce qu'on attend de vous pour qu'on puisse continuer à vous référencer dans le temps? Alors là, ce sera plutôt pour nos fournisseurs, c'est notre offre classique 1P. C'est vraiment c'est accueilli de manière très favorable parce que ça va créer de l'innovation et ça va créer de la différenciation sur le produit autre que je me bats sur le prix. Donc pour eux, enfin pour les entreprises qui sont des industriels, les fabricants, ils ont un challenge, certains ont un challenge parce qu'ils ont du plastique, le produit, ils doivent
réinventer la façon de concevoir le produit, mais c'est perçu comme une opportunité. Je suis pas mal de fabricants, de partenaires sur LinkedIn, et ils postent, ils font des workshops sur comment ils vont changer le packaging de tel produit, comment ils vont le construire différemment, etc. Donc je pense que ça, nous on s'est dit en tant que leader de notre marché, on doit insuffler aussi ce mouvement. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est en fait le gros attire les autres et attire le mouvement, et c'est ça qui est Et ça intéressant. crée de l'innovation. Et je reprends les pays nordiques, mais dans les appels d'offres dans les pays nordiques, la première question c'est, vous en tant qu'entreprise, vous faites quoi d'un point de vue RSE? C'est pas Donc que là, le produit. d'abord, on monte pas de blanche. Et après, sur les produits, ils sont labellisés ou pas. Et après, on parle de prix. Mhm. Donc c'est plus le prix le premier, c'est plus le driver, c'est son impact. Mhm. Et on est convaincu que ça va Qui est arriver. son vrai prix d'ailleurs. Qui au final sont certainement son vrai prix ou son TCO carbone, mais voilà, la vague ne fait que arriver là. On le voit, Anissa, avec des initiatives comme celle de l'IRECO, il y a un mouvement, aussi bien un mouvement des clients B2B. Je voyais une étude récente là, qui disait que plus de 50% des acheteurs B2B recherchent, comme le disait Marc, des produits durables. C'est aussi une manière pour les marketplaces d'en faire un argument marketing, parce que justement, ils vont pouvoir attirer ces 50%-là qui seraient peut-être allés ailleurs, être allés ailleurs. Est-ce que toi, tu le vois aussi et où tu le ressens aussi comme ça, comme finalement une sorte de label qu'ils se rajoutent eux-mêmes pour attirer un max d'acheteurs? Oui, déjà j'ai suivi plusieurs conférences depuis hier, hein, parmi celles que vous aviez organisées, et j'ai beaucoup entendu le mot RSE ressortir, hein, de la bouche des différentes marketplaces qui sont intervenues, y compris parmi celles, on s'y attendait pas forcément, comme Kiabi, etc. Donc on voit bien, hein, que c'est un argument incontournable et qui va rester et continuer à prendre de l'ampleur dans les prochaines années, parce que les consommateurs nous attendent aussi sur ces sujets-là. C'est un argument marketing, clairement, mais pas que, hein. Tu parlais de greenwashing tout à l'heure. On a besoin aussi de montrer des preuves de ce qu'on fait, et pas uniquement de le dire. Et on a besoin d'aller dans ce sens-là parce que le monde change et qu'on ne peut pas faire comme si ce n'était pas le cas. Donc oui, bien sûr que les clients sont très sensibles à ça, enfin les entreprises, les marketplaces sont très sensibles à ça. Chez Citeo, il faut aussi savoir que quand vous faites la manière dont ça se passe, hein, vous mettez des emballages sur le marché et début d'année suivante, vous devez faire ce qu'on appelle une déclaration de vos emballages, où vous allez donner le détail du nombre, du volume, des matériaux, etc. Et suite à ça, Citeo vous propose automatiquement un rapport impact, ce qu'on appelle un rapport impact qui va vous dire de manière très précise, bah voilà, suite à votre déclaration, sachez que X% de vos emballages, ils sont dans une filière de recyclage, X% dans une filière en développement, vous avez économisé X litres d'eau, etc. Ça, c'est vraiment des arguments aussi pour vous, déjà pour que vous les intégriez sur vos rapports RSE, par exemple, et puis que vous le communiquiez aussi auprès de vos clients. C'est important de faire savoir. Voilà. Et des employés. Parce Absolument, qu'il y a un vrai besoin aussi de sensibilisation, j'imagine en interne, qui est très important. Nous, notre enquête interne, c'était 2/3 des clients mettent le critère environnemental comme critère très important. Mais en déclaratif ou en réel? Parce qu'il y a le déclaratif de oui, c'est mon premier critère, et puis après il y a la réalité de quand je dois passer commande, qu'est-ce que j'achète? C'est une réalité aussi dans les appels d'offres, c'est une réalité aussi sur les taux de croissance de ces catégories versus les catégories hors, enfin les produits non sustainable. C'est ce que j'allais dire aussi. Est-ce que vous remarquez, alors même si le projet est quand même encore assez récent chez l'IRECO, une croissance des achats, ou est-ce que c'est juste un remplacement de l'offre? Sur notre One Piece, c'est plutôt du remplacement. Au lieu d'acheter un produit non sustainable, je vais acheter un produit sustainable. Il y a quelques temps, les produits étaient beaucoup plus chers. Maintenant, avec l'effet de volume, les prix sont assez relativement comparables. Ouais, puis tu me disais, il y a aussi certaines catégories de produits où il y a du reconditionné, où là, du coup, on est capable d'acheter des produits finalement moins chers que le marché, parce qu'on va acheter un téléphone qui a déjà un peu servi, un ordinateur qui a déjà servi, une chaise de bureau. Alors, avant de parler du reconditionné, on a aussi les produits écolabellisés ou mieux conçus ont souvent un coût d'usage inférieur. C'est-à-dire que ça va... je prends les cas des piles. Une bonne pile, si vous prenez une bonne pile, elle va vous coûter moins cher à l'usage que si vous prenez le premier prix, parce qu'elle va durer 7 fois plus longtemps.
Donc le fait d'insuffler, d'aller vers cette éco-responsabilité va donner de l'innovation produit, de la qualité, et ça va aussi sur l'usage. Alors le prix est un peu plus cher, mais à l'usage, sur le total de fin d'année, c'est pas forcément plus cher. Sur le reconditionné, là, enfin, moi je le vois que c'est d'abord commencé par le B2C, avec des grandes marketplaces, et on le voit arriver aussi une belle déferlante aussi sur le B2B. On voit des bureaux parisiens totalement s'équiper de mobilier reconditionné. Ah, parce qu'en 100%. même temps, Et il y a des très belles marketplaces ou plateformes qui proposent ça. Voilà, donc c'est pareil, c'est une belle déferlante aussi, ça. parce qu'en même temps, les clients du B2C, la journée, ils ont une casquette B2B, et ils ont aussi envie d'acheter intelligemment. Ils n'ont pas juste envie de faire le recyclage chez eux et consommer bio, et puis au travail acheter que des trucs qui n'ont aucun sens. Donc ça paraît logique. Juste pour information, Marc doit nous quitter dans 5-6 minutes. Donc si vous avez des questions, vu que vous êtes très nombreux, je pense qu'on peut passer. Ouais, il y a un apéro. Non, apparemment, il y a un train pour aller à Lille et tout. Donc, mais bon, moi, je crois plus que c'est un apéro. Donc si jamais il y a des questions, est-ce que vous avez des questions à poser à l'un des deux d'ailleurs? Bonjour, moi j'ai une question pour monsieur de chez Iroko. Dans votre société, j'ai l'impression que vous avez les capacités de diminuer l'impact carbone des produits à travers une sélection de partenaires. Et ça, c'est une bonne chose. Mais dans le cas où les marketplaces travaillent avec des partenaires sous la forme de services, des partenaires qui ne sont pas tout le temps, comment dire, au courant des meilleures pratiques. Dans mon cas, moi je lance un marketplace dans la rénovation où je mets en relation des particuliers avec tous les professionnels du bâtiment. Certains professionnels vont mettre en place des projets de rénovation et des services pour diminuer l'impact carbone de l'habitat, mais d'autres n'auront pas tout le temps soit les capacités ou les arguments pour encourager le consommateur. Selon vous, quelles seraient les bonnes pratiques pour un marketplace service ou un marketplace avec des prestataires qui entre guillemets, travaillent avec leur approche à eux? Est-ce que ça passe par de la prévention? Est-ce que ça passe par d'autres possibilités? Je pense qu'il y a en tout cas, nous, on fait l'assessment des sellers, ensuite on partage les résultats. Donc on peut aussi, en fonction de leur taille, leur dire dans ta catégorie ou dans ton métier ou par rapport à ta taille, sur cette question-là, vous faites rien. Maintenant, il y a 80% des gens qui font quelque chose et voici le type d'action qu'ils entreprennent. Donc, on essaie d'évangéliser ou sur les bonnes pratiques. Après, sur les assessments, si c'est un marché en PME où on parle de la grosse structure, on s'attend à une réponse différente pour la grosse structure. On doit aussi adapter nos réponses si on discute avec des multinationales et industrielles, ou si on s'adresse aussi à la PME. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, putain, vous êtes timide. C'est très clair. Ou c'est très clair, c'est vrai, j'avais pas pensé à cette hypothèse. Anissa, tu me disais aussi que, en préparant cette intervention, que vous étiez potentiellement en train aussi de répondre à un appel d'offres pour gérer, ou alors c'est peut-être pas le bon mot, mais pour aussi pouvoir gérer les déchets des entreprises. Tu peux nous en parler un petit peu? Peut-être tu seras cliente, vous serez partenaire avec l'IRECO là. Peut-être, effectivement. Oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais aujourd'hui, il y a 19 filières REP en France. Donc, Citeo est l'éco-organisme pour les emballages ménagers et les papiers graphiques, mais vous avez aussi une filière pour les déchets électroniques, les piles, les batteries, les médicaments, le textile, etc. Donc, potentiellement, une marketplace comme Amazon est concernée par une quinzaine de REP différentes et elle doit le vérifier auprès de ses vendeurs. Il y a d'autres filières REP qui vont se développer dans les années à venir. C'est aussi inclus dans la loi AGEC. Hein. En fait, le but de la loi, c'est quoi? C'est du développement de ces filières REP, c'est quoi? C'est de s'assurer qu'on puisse au maximum revaloriser un maximum de déchets. Revaloriser, recycler, réutiliser, etc. Plutôt qu'ils finissent dans votre poubelle de déchets ménagers, qu'ils soient incinérés, enfouis, etc. Donc c'est ça l'objectif de la création d'une filière REP.
Et dans les années à venir, cette année, il y a la filière des emballages de restauration qui va être créée, sur laquelle Citeo se positionne et va s'occuper. Et en 2025, il y a les déchets industriels et commerciaux. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les emballages de professionnels. Donc ça va concerner beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Peut-être beaucoup plus que sur les emballages ménagers d'ailleurs, puisque... En 2025, oui. Donc c'est demain. Hein. Ah, c'est demain, ouais. Voilà, et Citeo, qui a une expertise sur les emballages, bien sûr, oui, se positionne et voilà. Sur cette gestion des déchets, c'est hyper important. Encore sur les enquêtes clients, mais quand on leur demande quel service que vous attendez, le premier service que, enfin, en tout cas, nos clients ont répondu, c'est la collecte des déchets. Donc il y a une vraie problématique pour ces entreprises, pour leur collecte de déchets. Donc dans l'IRECO, nous, on fait de la collecte de produits qu'on vend, du type les toneurs, les ampoules, les piles. En France, on a collecté les masques qu'on a retransformés. Donc chaque pays a son flux de collecte, mais le flux de collecte, mais c'est vraiment un besoin criant et hyper important dans les entreprises. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on peut libérer Marc? On peut libérer Marc. Encore 2 minutes. Ah, encore 2 minutes, donc il y a une question. Ah. Je suis désolée, ce n'est pas forcément pour Marc, mais pour Anissa. Donc nous travaillons déjà avec Citeo, mais je pense pour les gens dans la salle, si c'est possible, juste d'expliquer un petit peu la façon qu'ils ouvrent un compte, justement, quand ils sont vendeurs et quand ils ont leur contribution à payer, comment ça se passe vis-à-vis Citeo, juste pour le côté pratique de payer leur contribution. C'est pas vraiment payé. Alors, à partir du moment où donc vous vendez un produit emballé qui finit in fine, même si vous ne le vendez pas directement à un particulier, mais vous savez qu'il va finir dans la poubelle d'un particulier. Même si vous le vendez à un grossiste, à un revendeur, un distributeur, etc., vous savez qu'il va finir dans la poubelle d'un particulier, vous êtes concerné. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut adhérer auprès de Citeo pour les emballages ménagers et pour les papiers. Donc concrètement, vous allez sur notre site et puis vous ouvrez un compte tout simplement. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre. C'est vrai qu'il y a... Oui, absolument. Alors j'ai une petite brochure sur moi d'ailleurs pour ceux qui ont besoin, qui n'ont pas tout compris, qui ont besoin d'avoir les informations de manière synthétique, opérationnelle, etc. Ce sera tout expliqué. Donc n'hésitez pas à venir me voir après. Mais oui, vous adhérez et en fait, chaque début d'année, en janvier-février, vous devez déclarer ce que vous avez mis sur le marché l'année précédente. Voilà, ça c'est pour la partie, on va dire, administrative, très pratico-pratique. Mais en plus de ça, toute l'année, il y a une richesse des outils et des services qui est partagée avec nos clients qui est immense. C'est 30 ans d'expertise de Citeo, où on va vous proposer des outils de diagnostic de vos emballages, par exemple. Donc vous mettez le détail de vos emballages actuels et Citeo vous dit, voilà, par rapport à tes emballages actuels, tu peux faire un effort sur ça, transformer tel matériau en tel autre matériau comme alternative. En plus, ça aura un impact sur ta contribution parce que ça va te coûter moins cher, puisque tel matériau, comme il est recyclable, il est moins cher. Voilà, ça c'est par exemple une des nombreuses ressources qu'on met à disposition. On a aussi, on en parlait avec Sébastien, on met en avant des startups qui sont vraiment acteurs de l'économie circulaire et qui sont là aussi pour vous apporter des solutions. Par exemple, sur le e-commerce, on a une startup qui s'appelle Ipli. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'en parle parce que moi, je trouve ça génial et je trouve que c'est vraiment adapté à votre business, qui propose des emballages réutilisables. Donc, on est vraiment dans l'objectif de réemploi, un objectif de 5% de réemploi cette année. Donc, vous avez un emballage qui est en format de tissu, etc., mais qui se replie en 8 et que vous fermez et vous pouvez mettre dans votre boîte aux lettres et c'est retour à l'envoyeur. Et vous, en tant que vendeur, vous pouvez le réutiliser presque à l'infini, d'une certaine manière. Ça, c'est autant de contributions en moins à payer à Citeo. Et nous, on est là aussi pour vous apporter ce genre de solution. Parce que la loi, elle n'est pas toujours simple à appliquer concrètement avec vos process actuels. Et nous, on est là pour essayer de faire en sorte que ce soit possible. Oui, moi j'ai une question, c'est sur la collecte. Avant, pour les taxes, les marketplaces, c'était le vendeur qui gérait lui-même sa déclaration, qui faisait tout le système. Après, petit à petit, on porte la responsabilité de plus en plus auprès de l'opérateur. Donc ça, c'est l'évolution en fait des lois européennes où
ou aussi mondial. Est-ce que dans le processus de collecte et de déclaration, est-ce qu'on va intégrer un peu plus l'opérateur, soit sur du déclaratif, ou aussi sur de la notion de collecte et de reversion? Qu'est-ce que vous appelez opérateur, juste pour qu'on soit... L'opérateur, c'est celui qui gère la marketplace. D'accord, ok. Dans le cas d'Amazon, c'est Amazon. Ok, donc la question c'est, si on doit la reformuler, est-ce que Amazon, enfin, la responsabilité d'Amazon vis-à-vis des emballages qui transitent sur sa plateforme, Est-ce qu'il va devoir collecter la Ouais. taxe, Ouais. faire le calcul Ouais. et faire la reversion auprès de votre écosystème? Alors la manière dont ça se passe, c'est très simple. Amazon va demander la preuve à ses vendeurs, va les informer déjà de la loi, parce qu'il y a un gros effort de sensibilisation à faire déjà, parce que les vendeurs ne sont pas au courant. Il va leur dire que le vendeur, s'il adhère en direct auprès des éco-organismes, Amazon n'a plus rien à faire derrière. Et d'ailleurs, je n'ai pas répondu tout à fait à la question de Shona tout à l'heure, pardon. Voilà. Quand on adhère auprès d'un éco-organisme, on a ce qu'on appelle un identifiant unique, un IDU. C'est ça qui donne la preuve que vous êtes bien adhérent auprès de l'éco-organisme. À partir du moment où vous donnez votre IDU à la marketplace, elle n'a plus rien à faire. Elle estime que ce vendeur, il a fait tout ce qu'il devait. Par contre, s'il ne lui fournit pas son identifiant unique, là, c'est la marketplace qui va être obligée, pareil, en début d'année 2023, elle va devoir déclarer les emballages de ces vendeurs sans identifiant unique qui ont vendu sur sa plateforme. Voilà. Elle doit payer, exactement, elle doit déclarer et payer la contribution à sa place. Et il faut savoir qu'elle paye plus cher que si le vendeur déclarait lui-même. C'est pour ça qu'on a mis cette information obligatoire. Ouais. Et alors, je suis désolé, je vais reposer une question par-dessus la question. Dans le modèle marketplace, il y a aussi ce qu'on appelle des modèles de consignation ou de fulfillment. C'est-à-dire la gestion des last mile qui vont faire de l'emballage au-dessus de l'emballage. Donc, grosso modo, j'ai un produit donc avec l'emballage ménager. Dessus, je rajoute un carton, du bourrage. Comment c'est considéré? Parce que là, je suis dans un modus operandi marketplace, pas dans un modus operandi distribution. Comment je gère ma taxe à ce niveau-là sur des produits qui ne font pas partie de mon assortiment? Et comment c'est calculé? Alors, il y a une déclaration spécifique qui est faite pour les marketplaces qui permet d'appliquer de manière simple, de déclarer de manière simple les emballages qui viennent des vendeurs. Par contre, bien sûr, dans le cas de fulfillment, où on a un emballage de marketplace qui vient en plus de l'emballage primaire du produit, c'est à la marketplace de bien suivre ses flux, évidemment, d'emballage propre et d'emballage de ses vendeurs tiers. Et du coup, de faire la déclaration qui correspond à son business model à elle. Voilà. Du coup, vous collectez deux fois une... Non. Non, Non, non. C'est à Amazon. Est-ce qu'il y en a un qui se substitue à l'autre? En fait, il y a plusieurs modèles de marketplace. Il y a celle qui ne voit jamais le colis de son vendeur, donc c'est envoyé directement au consommateur, enfin à l'acheteur. Donc là, il y a une déclaration type qui est faite pour ce type de modèle. Et il y a une déclaration autre, donc sur un autre modèle, qui s'adapte à celui que vous venez de mentionner, sur du fulfillment, où la marketplace va déclarer que l'emballage primaire du produit et déclarera à côté l'emballage d'expédition, qui est celui de la marketplace. Donc non, il n'y a pas de paiement en double. Mais par contre, elle doit bien suivre ses flux. Elle va deux fois. Ouais, c'est pour ça. Il y a deux emballages. Oui, quand on envoie un produit... Sur un produit, il y a une collecte de deux contributions. Il y a deux emballages normalement quand on envoie un produit. L'emballage primaire du produit, l'emballage du téléphone et le colis d'expédition. Donc voilà. C'est bon. C'est bien parce que ça va créer des emplois dans les marketplaces de collecter tout ça, de vérifier. On va chercher à automatiser. Alors, c'est sûr, non mais ça c'est une bonne remarque, c'est sûr que c'est un gros changement pour les marketplaces, on ne va pas se mentir, c'est évident, et on peut paniquer, mais on est dans une période de transition, on le sait, où on met des choses en place, où on fait en sorte de digérer la loi, de mettre en place des process internes, etc., pour que sur les années suivantes, les choses soient, comme tu l'as dit, automatisées, beaucoup plus simples à suivre, etc. Voilà, ça demande juste un peu de temps, c'est la conduite du changement. Et de l'automatisation. Du coup, il faut aller voir Marjorie. Alors, est-ce que c'est une question pour Marc ou pour Anissa?
Non, c'est pour Anissa. Marc, si tu veux partir, on peut te libérer. On peut applaudir Marc. Et comme ça, on pourra applaudir Anissa tout à l'heure. Anissa, quel est le risque légal pour les entreprises qui ne le font pas? Bonne question. Alors, il y a des sanctions financières, administratives qui sont prévues pour les entreprises qui ne s'acquittent pas de cette obligation réglementaire. C'est 30 000 € par entreprise, plus 7 500 par tonne de produit ou unité de produit. Donc, ça peut monter très vite. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Voilà, c'est tout récent. Tu disais que c'était depuis. Alors, oui, mais là, c'est la première collecte 2023, non? Oui, pour les marketplaces, mais pour les entreprises classiques, ça fait 30 ans que ça existe. Ouais, donc ça veut dire que tous les grandes marques, distributrices, etc., elles le font déjà, ouais. Oui, donc certaines ont dû être condamnées, j'imagine, pour l'exemple. Oui, et il faut savoir que Citeo, donc on n'est pas les pouvoirs publics, donc on n'a pas de pouvoir de sanction, nous. Par contre, on a un devoir, c'est celui de sensibiliser et d'informer. Donc c'est difficile de sensibiliser des millions et des millions et des millions d'entreprises dans le monde entier, parce que aujourd'hui, le marché, les emballages qui finissent dans notre poubelle, ils viennent du monde entier. Et beaucoup de l'étranger d'ailleurs. Donc on ne peut pas prévenir tout le monde, c'est pas possible, on a un pouvoir d'action limité, mais on fait quand même cet effort de sensibilisation. Et chaque année, à la fin de l'année, on a une remontée à faire auprès des pouvoirs publics sur justement ces actions de sensibilisation qu'on a faites et le retour des adhésions qui est faite ou pas faite. Donc voilà, et c'est de ça après que les pouvoirs publics décident de contrôler plus durement certains ou certaines. Et on ne va pas se mentir, les marketplaces, comme c'est une nouvelle réglementation qui date de l'année dernière, les marketplaces sont observés. Ouais. Et juste une dernière question, justement, quand si on reprend l'exemple d'Amazon, j'achète sur Amazon, il y a un produit qui vient de Chine, qui arrive chez moi, elle doit obliger le vendeur chinois à s'acquitter de cette contribution, même s'il n'est pas sur le territoire français, il est obligé de s'acquitter à ça, et donc il va devoir s'acquitter des contributions de tous les pays avec toutes les normes mondiales? Alors non, pas tout à fait. Chaque marketplace peut adopter une stratégie différente. Ça dépend vraiment de son choix d'y dédier du temps, de l'argent. Chaque marketplace est différente. Certaines, d'ailleurs, la marketplace n'a pas forcément l'obligation d'informer ses vendeurs. Elle peut très bien décider de déclarer et de payer pour tout le monde. Ça arrive. Et c'est ce que certaines marketplaces m'ont dit, parce que leurs vendeurs tiers sont souvent des auto-entrepreneurs, qui sont limite des particuliers, mais qui vendent suffisamment de volume pour passer en auto-entrepreneur, donc qui n'auraient pas les ressources de s'acquitter, de s'occuper de cette déclaration, etc. Donc certaines prennent cette position-là, parce qu'elles n'ont pas envie de fuir leurs vendeurs, tout simplement. Et pour d'autres, ça va être l'inverse. Ça va être, si au 31 décembre de l'année, tu ne m'as pas fourni ton IDU, tu n'auras plus le droit de vendre sur ma plateforme, parce que je ne souhaite pas m'acquitter de cette charge en plus, de cette ressource en plus et de cet argent en plus. C'est ce que fait l'IRECO, du coup. Ouais. Voilà, exactement. Donc, chacune a une stratégie différente. Dans la réalité, souvent, ce qui se passe, c'est que la marketplace communique auprès de ses vendeurs, les informe que c'est une obligation légale, etc., les incite très fortement à le faire, et ensuite déclare pour les autres. Oui, bien sûr. Vous avez bien compris, ce n'est pas un financement, c'est une contribution pour le bien de tous. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir été là jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes discussions, des bons deals, et puis surtout de bien recycler, parce que c'est important. Merci à tous, merci Anissa.